Bonjour à tous, merci de votre présence et de votre intérêt pour ce Facebook Live. Vous savez que c'est un moment que j'aime bien parce que vos questions permettent de voir aussi en ce moment ce qui vous préoccupe. On a essayé de prendre une série de questions qui correspondent aux différents thèmes importants du moment. On va évoquer des thèmes qui sont liés au sanitaire, bien sûr, avec la crise du Covid au tout premier plan. On parlera aussi de questions économiques. Vous avez beaucoup de questions là-dessus, sur l'emploi, le commerce de proximité, et puis bien sûr les sujets d'insécurité. Je commence peut-être par une première question, et merci encore à tous de l'ampleur de vos questions. On va essayer d'en prendre le plus possible. J'ai d'abord une question de Corinne, qui est quelle solution pour cette deuxième vague Covid en Auvergne-Rhône-Alpes? Corinne, la première chose, c'est que pour notre région, cette deuxième vague est très dure. Je fais le point très régulièrement sur la situation sanitaire avec les remontées d'informations qu'on a de nos différents hôpitaux, de nos maisons de retraite. Sujet qui est trop peu souvent évoqué et qui est le gros sujet pour moi de préoccupation. Parce que quand le Covid s'installe dans une maison de retraite, ça peut être catastrophique. Et je garde un souvenir terrible, notamment d'une maison de retraite en Haute-Ardèche chez nous. Le premier confinement a été terrible. Et donc quand on voit la situation en ce moment en Auvergne-Rhône-Alpes, notre région est très touchée. Elle est même sans doute une des régions aujourd'hui les plus touchées en France. Et ce qu'on essaye de faire, c'est en s'appuyant sur toutes les forces vives dans notre territoire, en travaillant vraiment tous en commun, l'Agence régionale de santé, tous les soignants, ce que nous on peut aider au niveau de la région, les communes, en additionnant les forces, d'essayer même par des toutes petites solutions concrètes les unes à côté des autres, d'apporter des réponses. Je vais essayer de donner quelques exemples. D'abord, j'ai été en lien avec les infirmières libérales. Les infirmières libérales qui font un super boulot sur le terrain me disent on a à nouveau du manque de matériel. Blouse, blanc. Nous, on avait gardé des stocks de la première phase du confinement, on va leur en donner. Deuxième exemple, très concret, le sujet, vous le savez, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de patients Covid dans les hôpitaux et que nos lits de réanimation ne soient pas saturés. Et donc, il faut éviter au maximum d'orienter les gens en direction du Covid. Il y a un outil tout simple qui s'appelle un oxymètre. Et en discutant avec un certain nombre d'hôpitaux de notre région, ils m'ont dit, mais Monsieur Wauquiez, il faudrait qu'on utilise plus les oxymètres. Les oxymètres, c'est tout bête, vous le mettez à votre annulaire et ça permet de mesurer votre taux d'oxygène, la saturation. Et donc de savoir si du coup, vous êtes en situation à risque ou pas à risque. Ça peut permettre, tout en restant à la maison, d'avoir un outil de mesure qui permet de suivre la dégradation ou non de votre état de santé et donc de savoir s'il y a un moment où il faut basculer à l'hôpital. Pas trop tôt, mais surtout pas trop tard. On a décidé de financer partout, chez tous nos professionnels de santé qui achètent des oxymètres et qui du coup peuvent permettre de suivre nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, à la maison, sans avoir besoin de basculer trop vite à l'hôpital et d'être sûr que ma situation est bonne, pas de problème, ou au contraire, je commence à manquer d'oxygène, attention, il faut que je puisse basculer sur une solution de suivi à l'hôpital. À chaque fois, ce que j'essaye, c'est qu'on soit très pragmatique. Les masques. Vous vous en souvenez, au début, on nous avait dit les masques ne sont pas utiles, ensuite, les masques sont utiles, ensuite, on nous a dit qu'il ne faut pas de masques pour les enfants, et maintenant, l'éducation nationale nous dit s'il faut des masques à partir de 6 ans. Nous, on a fait deux choses. À chaque rentrée scolaire, on envoie 2 masques lavables réutilisables pour les familles de lycéens. Je ne veux pas avoir des familles qui, faute d'argent, n'ont pas les moyens de payer des masques à leurs enfants et qui, du coup, vont réutiliser des masques qui ne servent plus à rien ou du matériel qui n'est pas adapté. Deuxième point, nos enfants, un masque, si c'est trop grand, ça ne sert à rien. Et autant aujourd'hui on trouve facilement des masques en grande surface, autant on ne trouve pas de masques adaptés pour les petites tailles. Nous, on en a fait faire. Et par des entreprises de la région, notamment Unitex, qui est une entreprise que j'aime beaucoup, qui est à côté de Rouen. Eh bien, on était en discussion avec les maires, c'était hier matin, pour leur faire passer le message que s'ils le souhaitent, on peut les approvisionner en masques pour des enfants de 6 à 8 ans, adaptés à la taille des visages des enfants, et donc qui les protègent vraiment. Et puis, troisième sujet, les purificateurs. Alors là-dessus, j'ai 2 questions, et je vais y revenir, de Cédric et de Mimi.
Cédric Memet, vous avez parlé de mettre à disposition des lycées des systèmes de purificateurs d'air. Qu'en est-il? Est-ce que les lycées privés en auront aussi? Et j'ai également une question de Mimi qui me met, est-ce que les purificateurs seront installés aussi en maternelle et en primaire? Alors, de quoi il s'agit? C'est vraiment une de mes batailles et j'essaye de me battre pour faire bouger les choses parce que je pense que la France fait une vraie erreur. Le Covid, non, on dit la Covid, okay, circule principalement par l'air. Nous, on y pense à cause des postillons, donc on met des masques, mais ce n'est pas le seul vecteur. En fait, le virus, alors, je ne suis pas médecin et je ne vais pas prétendre vous donner un cours de médecine, mais j'ai juste essayé de comprendre. Et je vais essayer de l'expliquer simplement. Le virus va utiliser des microparticules sur lesquelles il se greffe et qui ensuite lui permettent de circuler. Et dans une pièce, on a toute une série de microparticules qui sont dans l'air et qui peuvent servir de point relais pour le virus. Au fur et à mesure qu'on occupe la pièce, qu'on parle, qu'on respire, même avec un masque, on va la saturer avec ces microparticules. C'est pour ça qu'il faut purifier notre air. Et ouvrir la fenêtre n'est pas une solution toujours adaptée. Et puis, pardon, pour lutter contre le Covid, je trouve ça un peu court. Donc, on a essayé de trouver des appareils pour purifier l'air. Et on s'est aperçu que les Allemands, depuis 8 mois, il y a des fois on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait en France? Depuis 8 mois, les Allemands ont investi dessus, ont acheté du matériel, l'ont mis dans leur lycée, leur collège, les écoles. Et en France, zéro, rien. Et donc dans notre région, on s'est dit, non, on a ouvert les lycées, les collèges, les écoles, très bien, mais moi je suis parent, certains nombre d'entre vous l'êtes, quand ensuite tous nos enfants se retrouvent à la cantine, tous agglutinés les uns au-dessus des autres, et qu'il n'y a pas de masque, évidemment que le virus circule. Et si vous ne purifiez pas l'air, évidemment que potentiellement on crée des clusters. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'acheter des purificateurs d'air. C'est dommage, je ne peux pas vous le montrer, il y en a un qui est juste à côté de moi, ça fonctionne avec des tours comme ça, un peu plus grand. Ça aspire l'air et ça piège les microparticules de Covid à l'intérieur d'un système de filtre qui est à l'intérieur. On a choisi des entreprises qui sont fabriquées dans notre région. Et l'objectif, c'est de déployer le plus vite possible dans les cantines scolaires, dans les lycées, dans les collèges, j'espère en partenariat avec les départements, et dans les maternelles et les primaires. C'est ce que j'ai proposé hier au maire. C'est fabriqué chez nous, il y a une entreprise lyonnaise, il y a une filiale de Sèvres, et il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui fabrique notamment dans le Cantal à Mauriac. Derrière, pour moi, toujours la même philosophie, on fait travailler les nôtres. On arrête les produits importés, fabriqués nulle part, les nôtres. Fabriqués dans notre région, en France. Maintenant, pour répondre aux questions précises de Cédric, Cédric, vous le savez, moi quand je fais quelque chose pour le public, je le fais pour le privé. Dans les deux cas, c'est des enfants et c'est nos enfants. Donc je ne fais jamais d'inégalité. Quand on fait les manuels scolaires gratuits, on le fait pour le public, on le fait pour le privé. Quand on fait du matériel informatique, je le fais pour le public, je le fais pour le privé. Toujours, même principe pour moi, même philosophie, égalité de traitement. On respecte chacun. J'aime pas quand on oppose et qu'on divise dans notre société, surtout en ce moment. Mimi, du coup, j'ai répondu, oui, on installera dans les maternelles et dans les primaires aussi. On a réservé un budget de 10 millions d'euros. Et j'étais aujourd'hui à Saint-Priest, sur un de nos lycées professionnels, on l'a installé. Les taux sont extraordinaires. Et je vais saisir officiellement dans une lettre ouverte le ministre de l'Éducation nationale, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'en France, le gouvernement s'obstine à ne pas ouvrir ce sujet sérieusement. Donc je vais le saisir, je vais lui proposer qu'on travaille ensemble, et je vais lui demander qu'il enclenche un équipement de tous nos lycées, nos collèges et nos écoles. La région sera prête à cofinancer pour qu'on soit en commun, mais il faut le faire pour la sécurité de nos enfants. Je sais pas, je pense que c'est du bon sens. Et on a tous ce réflexe de se dire, bon, chacun on fait attention aux gestes barrières, mais on voit bien qu'aujourd'hui, si on ne traite pas l'air, dans une salle de classe, ça ne peut pas être fait. J'ai une question de Romain. Pensez-vous demander le remboursement TER du mois de novembre pour les abonnés annuels en télétravail? Romain, merci de poser la question. Ça a fait l'objet d'une négociation avec la SNCF qu'on a menée avec toute l'équipe la semaine dernière. On a obtenu de la SNCF l'engagement du remboursement des abonnements pour tous ceux qui sont en télétravail. Le remboursement sera financé
moitié par la région, moitié par la SNCF. D'ailleurs, Camille, il faudra me faire penser à ne pas oublier de bien s'assurer que le process soit en route. Parce que je veux bien m'assurer que la SNCF a bien mis les choses en place. Donc il faudra que j'y pense à la fin de notre échange. Merci, du coup ça me permet de bien m'assurer que ça marche. Le principe romain est très simple. Vous produisez juste une attestation de votre employeur que vous avez été en télétravail et que du coup vous n'avez pas utilisé votre abonnement TER et vous serez remboursé. Vous savez que j'ai toujours veillé à ça. Moi, j'aime pas qu'on paye s'il n'y a pas de service public. Vous avez mis en place plusieurs dispositifs économiques pendant le premier confinement. Est-ce qu'ils sont réactivés? Quelles sont vos priorités pour l'économie régionale? C'est une question d'Henri sur Twitter. Henri, d'abord oui, on a réactivé toute une série de dispositifs. J'en parlerai, je pense que j'ai des questions aussi sur le commerce de proximité. Donc on en parlera ensemble. Attendez, je vérifie, parce que si j'en ai pas, peut-être que ce serait bien que je puisse vous les évoquer tout de suite. Ok. Donc, nos priorités, elles sont de deux ordres. D'abord, la première, moi, la leçon que j'ai tirée du confinement, et vous savez, j'en avais même parlé dans un livre sur la question du protectionnisme, c'est qu'il faut arrêter de fabriquer à l'étranger. Mon premier défi, c'est aider tous nos industriels qui, même dans la crise, font le pari de relocaliser. Parce que dans une crise, il y a des défis, il y a des opportunités. Et donc, l'objectif, c'est qu'on a mis en place tout un fonds d'accompagnement, plus de 100 millions d'euros pour le tissu industriel de notre région, pour les aider à pouvoir aller chercher des nouvelles activités, même dans la crise. Hier, par exemple, j'étais dans la vallée de l'Arve, où des industriels m'avaient demandé, hier soir, m'avaient demandé de venir pour me présenter des projets innovants qu'ils ont. À ce stade, ils sont confidentiels, mais c'est des projets qui vont être pleins d'espoir, avec des choses très innovantes et intéressantes qu'on va soutenir et qui vont créer de l'emploi. Mais je voudrais profiter de la question d'Henri pour vous parler d'un des projets qui m'a le plus motivé au cours des dernières semaines. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez des baskets. Ces baskets-là, elles sont toutes fabriquées en Asie, toutes. Moi, j'adore courir à pied, faire du running. Il n'y a pas moyen, une basket aujourd'hui, c'est fabriqué à l'étranger. Un industriel que j'adore, d'Ardèche, qui travaille dans une entreprise, Chamatex, en partenariat avec Salomon, Babola et Millet, a lancé un projet extraordinaire consistant à se dire ça suffit. On n'est pas plus bête que les Chinois et on va remettre de la fabrication de baskets, de tennis chez nous, en France. Derrière, ils ont travaillé sur des nouveaux robots, des nouvelles machines. Ils vont créer près d'une centaine d'emplois. L'usine est en cours de fabrication en Ardèche et nous, on a accompagné. Et derrière, pour la première fois depuis 20 ans, vous allez avoir 300 000 paires de baskets et de tennis qui seront fabriquées en Europe, en France, et ce sera chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça crée l'emploi. Et ça, c'est des projets qui me motivent. Parce que ça montre qu'au fond, il faut qu'on arrive à ouvrir les yeux et qu'on comprenne que si on n'importe que des produits qui viennent d'ailleurs, c'est pas bon pour l'environnement, c'est catastrophique pour notre emploi et on creuse notre trou. Et donc l'objectif, c'est dans la crise d'aider tous nos industriels qui sont sur des projets de relocalisation. Le deuxième point, c'est soutenir le BTP. Et on a besoin de chantiers pour soutenir nos artisans. Et donc la région met beaucoup d'argent pour, aux côtés des maires, relancer des chantiers et faire en sorte qu'on donne du travail à nos artisans. J'ai bien dit nos artisans. Pas le système des entreprises mercenaires qui viennent d'ailleurs le temps d'un chantier avec des gens qui sont en travail détaché. Le troisième sujet, c'est les commerces et les restaurants. Je pense que voilà, on a tous vécu comme un crève-cœur et puis évidemment avec ce sentiment un peu d'injustice, ce qui s'est passé pour nos commerces. Et en même temps, bah, voilà, on a tous conscience qu'il y a la crise sanitaire. Un prêt, un report de charge, ça ne fera jamais un client. Et nos commerçants, nos restaurateurs, ce qu'ils veulent, c'est vivre du fruit de leur travail. Donc on a mis en place des accompagnements très pragmatiques destinés à aller chercher des clients, même dans la période actuelle. Accompagner tous nos commerçants qui veulent se développer pour vendre sur le net. 1 500 € d'aide pour pouvoir avoir du conseil, du coaching, faire du référencement, pouvoir développer sa propre communication sur Facebook, aller sur une plateforme de vente en ligne. Deuxièmement, tous les restaurants qui font de la vente à emporter aident également pour s'équiper. Troisièmement, tous les territoires qui veulent mettre en place des plateformes de vente en ligne, on va les financer jusqu'à 25 000 € pour pouvoir les aider.
Et la région est en train de travailler sur une espèce de plateforme qui permettra de référencer tous les commerces à côté de chez vous qui peuvent vendre en ligne. L'idée, c'est pas de faire une plateforme de vente directe, parce que j'y crois pas à ça, mais ce à quoi je crois, c'est un site internet tout simple, j'achète dans ma région, vous cliquez dessus, vous dites que vous habitez à Châtel-Guyon ou que vous êtes à Aix-les-Bains, et vous voulez savoir toutes les solutions de vente en ligne que vous pouvez avoir autour de chez vous. Alors après, vous le savez, moi j'aime bien quand même le contact physique, mais dans la période, il faut qu'on aide nos commerçants pour qu'ils puissent quand même avoir des chiffres. Et ça, c'est ce qu'on met en place. J'ai une question de Zina. Que pensez-vous de la politique de prévention de la délinquance mise en place à Grenoble? Bon, Zina, je vais le dire très clairement parce que vous me connaissez et j'ai l'habitude d'être direct, c'est n'importe quoi. La ville de Grenoble est une ville où il y a un vrai problème lourd de délinquance. Les habitants de Grenoble nous le disent et le répètent. Il suffit de connaître la ville pour savoir qu'on a une dégradation très inquiétante de la situation. Et le maire, pour lequel par ailleurs je peux avoir de l'estime, où on a travaillé, persiste à ne pas vouloir se saisir du sujet. C'est une majorité d'extrême gauche, Europe Écologie Les Verts, mais ça ne devrait pas être un sujet idéologique. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il continue à avoir une approche qui est une approche naïve, ne traitant pas sérieusement les sujets de sécurité. Alors de façon très facile, on renvoie la balle sur le niveau national en disant c'est pas moi, c'est les autres. Mais enfin, quand on est élu local, c'est pas pour dire c'est pas moi, c'est les autres. Quand on est élu, ça veut dire que les gens vous ont fait confiance. Et pas pour se défausser sur les autres en expliquant que c'est pas votre faute, c'est celle du voisin, et pour travailler, pour agir. Et ensuite, moi ce que je n'accepte plus, c'est qu'en France, quand il y a un problème d'insécurité, au lieu de traiter l'insécurité, on dit on va faire de la prévention. J'ai aucun problème avec la prévention. Bien sûr qu'il faut faire de la prévention. Mais enfin, quand vous en êtes au stade où vous avez dans des quartiers des gens qui tentent des embuscades pour des sapeurs-pompiers, avec des voitures auxquelles on met le feu à côté de maisons d'habitation, quand on en est au stade où vous avez des gens qui sont des criminels qui foncent en voiture sur des policiers ou des gendarmes, on n'en est plus sur la question de la prévention. C'est pas parce que vous allez mettre un animateur de rue ou un éducateur de quartier que vous allez répondre au sujet du délinquant. Vous pouvez traiter la nouvelle génération, vous pouvez essayer d'éviter que la nouvelle jeunesse soit contaminée, mais enfin ceux qui sont délinquants, il faut punir. Et j'étais en déplacement à Bron, dans un secteur où là, il y a un maire qui a décidé d'agir et qui fait l'objet de menaces de mort, Jérémy Bréau, que je soutiens. Une des habitantes du quartier me résumait très bien le sujet, elle me disait ils n'ont pas peur, parce qu'ils ne sont jamais poursuivis, ils ne sont jamais punis. Les policiers à l'arrivée, les gendarmes, ils sont découragés. Et juste, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Je vous ai parlé de la commune de Saint-Priest. C'est un maire qui, depuis 5 ans, travaille dessus, contrairement au maire de Grenoble. Il a équipé sa police municipale, il a mis en place de la vidéoprotection, et il a aujourd'hui les meilleurs taux d'élucidation de criminalité de toute la métropole de Lyon. En matière de délinquance, c'est possible. On peut y arriver. Il n'y a pas de fatalité. Et moi, ça m'énerve quand je vois des élus qui ne sont pas sérieux et qui, pour des raisons politiques, ne traitent pas le sujet. La sécurité, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question sur laquelle soit vous êtes un élu courageux, vous faites le boulot, soit vous vous défaussez et à l'arrivée, vous laissez votre ville sans vrai. Et Grenoble, voilà, je trouve que moi, c'est une ville que j'admire pour son énergie, l'énergie de ses habitants, mais je trouve navrant la gestion par la municipalité de ce sujet de sécurité. Alors, j'ai une question dernière de Monique. Non, j'ai une question... oui, de Monique, pardon Monique. Monsieur Vauquier, que faire pour que les médecins s'installent dans les zones rurales? Le Rouennais pâtit du manque de médecins. Bon, Monique, c'est évidemment un des sujets les plus... j'essaie de trouver le bon mot, mais qui est les plus préoccupants aujourd'hui. On voit bien que on a de moins en moins de médecins, qu'avoir un rendez-vous chez un spécialiste, c'est le parcours du combattant, qu'avoir son médecin référent généraliste, c'est de plus en plus difficile. Et évidemment que la santé, c'est quand même notre premier bien, et on le mesure et ô combien dans cette période.
Là-dessus, il y a un côté un peu fou dans notre système, où on fait échouer des étudiants en médecine, et puis à l'arrivée, on va chercher des médecins étrangers parce qu'on a fait échouer nos propres étudiants. J'ai le souvenir, moi, d'un étudiant du Puy-en-Velay chez moi, qui était un étudiant hyper brillant, qui était très engagé, très impliqué dans les associations de musique, qui était un étudiant très travailleur, très sérieux, et qui a loupé, je crois, 0,2 points son passage en deuxième année. C'est un étudiant, il avait tout pour faire un super médecin. Et je me dis, mais quel gâchis, quel gâchis. Donc d'abord, nous, ce qu'on a essayé, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de places de médecine ouvertes dans nos facultés. Il n'y en a pas suffisamment à mon goût, loin s'en faut, je trouve que le gouvernement n'est pas allé assez loin, mais il y a quand même des choses qui ont progressé. Deuxièmement, ensuite, l'objectif, c'est de fixer les médecins chez nous. Donc on a ouvert des maisons de santé, on a beaucoup investi dessus. Aujourd'hui, notre région est la première région de France à avoir créé des maisons de santé. Les nouveaux médecins ne veulent plus être tout seuls. L'exercice où le médecin habite au premier étage et puis au rez-de-chaussée il reçoit les patients, c'est fini. Donc ils veulent des endroits où ils sont en commun. Donc nous, on finance ces structures qui permettent de les faire. Et puis, je ne m'interdis pas d'avancer sur le sujet, là où on n'a plus de médecins, de financer des médecins salariés. Ou la région finance elle-même. Parce que sinon, on n'aura plus jamais de médecins. Alors, moi, je suis attaché à la médecine libérale. C'est l'exercice, c'est la façon d'exercer la médecine qui est celle à laquelle je tiens. Mais dans des secteurs où il n'y a plus personne, il faut qu'on apporte des solutions. Il faut qu'on amène de l'espoir. Donc, on est en train de réfléchir à cette solution avec un de mes vice-présidents, Yannick Noder, qui est chirurgien sur Grenoble. J'ai un mot de Fatma très gentil, qui met un message en mettant, ça n'est pas une question, mais je voulais vous remercier pour votre déplacement hier à Oyonnax et votre soutien à nos élus. Ça me touche que vous mettiez ça, et d'ailleurs le ballon de rugby que j'ai derrière moi, c'est un ballon d'Oyonnax. Oyonnax, Fatma, c'est une commune que j'aime beaucoup. C'est une commune où il y a de l'énergie, il y a des entreprises, des industries, il y a un tissu associatif qui est très fort. C'est une commune avec ces communes à taille humaine que j'aime bien dans notre région, un peu moins de 20 000 habitants. Et c'est une commune où il y a eu 2 nuits où on a 1000 feux dans les quartiers, 1000 feux au container, etc. J'ai discuté avec un certain nombre de familles, et notamment une mère qui m'a beaucoup touché, parce qu'elle m'a dit, moi mon fils de 8 ans, il est sorti traumatisé de l'épisode, et le matin il se lève en criant pour savoir si ça brûle autour de l'immeuble. Et quand je me suis déplacé là-bas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un représentant de l'État a dit, oh là là, c'est des bêtises. Ben non, ce n'est pas des bêtises. Quand vous avez des gens qui tirent avec des mortiers en tir tendu contre des policiers, ça ne sont pas des bêtises. Quand on a des gens qui veulent rentrer dans une gendarmerie pour y semer la catastrophe, là où des familles habitent, comme ce qui s'est passé à Nantua, ce ne sont pas des bêtises. Quand vous avez des gens qui sont prêts à mettre le feu au quartier et qui ont abouti à brûler des équipements, et même un car qui était destiné au centre social du quartier, ce ne sont pas des bêtises, ce sont des délinquants. Et le problème, c'est que les premières victimes sont ceux qui habitent dans le quartier, et le problème, c'est toujours le même, c'est qu'en fait, c'est des petits réseaux de trafic de drogue, qui sont gênés parce qu'en ce moment, il y a une action forte de la police municipale et des policiers qui, courageusement, malgré des soutiens qui, à mon avis, sont insuffisants de la part de la hiérarchie là-dessus, continuent à essayer de se battre pour lutter contre la drogue. Et derrière, les petits caïds, ils veulent montrer que c'est eux qui commandent. Et j'ai voulu y aller pour leur dire, on ne vous abandonne pas. On est à vos côtés et il ne faut rien lâcher. On va donc financer du renforcement d'équipements pour la police municipale. On va financer du déploiement de vidéoprotection et de vidéosurveillance pour pouvoir traquer les trafiquants. Et on va continuer à essayer de faire progresser ces questions pour arrêter la montée de l'insécurité. Le maire est courageux. On travaille en commun avec Damien Abad et Jean de Guéry, qui sont 2 amis. Moi, je suis très attaché à ce que ce soit un travail en équipe. Et on ne va pas lâcher sur le sujet. Mais je voudrais juste dire un chiffre quand même.
Les effectifs théoriques à Oyonnax devraient être 60 policiers, ils sont que 50. Et sur les 50, eh ben, il y a toute une partie qui est engloutie sur les tâches administratives. Ça veut dire que le soir, sur une commune comme Oyonnax, il y a tout juste un équipage de police qui peut tourner. Alors quand je vois les grandes déclarations au niveau national, et quand je vois la réalité sur le terrain, je me dis qu'il y a un monde entre les deux. Et que plutôt que de faire des grandes déclarations, ce qu'on attend, nous, c'est d'avoir les effectifs sur le terrain. Et que les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux soient soutenus dans leur action. Parce que derrière, c'est les familles qui payent le prix. Et la dégradation de l'insécurité en ce moment me préoccupe beaucoup. Parce que je vois les choses dériver très vite. Alors vous le savez, c'est des sujets où très tôt, nous, on a agi. Normalement, ce n'est pas la compétence de la région. Et quand on en est au stade où on se dit que dans notre pays, c'est même plus l'État qui finance les caméras ou les dispositifs de protection autour des gendarmeries, vraiment c'est inquiétant. Mais on ne va pas lâcher. Et on ne va pas se décourager. Et tout ce qu'on peut faire, on le fera. J'ai une question de Paul. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre fonction de président de région? En fait, Paul, je pense que ce à quoi je suis le plus attaché, c'est qu'on peut faire bouger les choses concrètement. Et bien sûr, on ne fait pas de miracle. Bien sûr, on n'a pas de claquement de doigts ou de baguette magique. Mais au moins, ce qu'on fait, c'est des petites choses, mais je sais que c'est utile et je sais qu'on peut le mettre en place très vite. Quand je parle des purificateurs d'air, peut-être que ce n'est pas ça qui va arrêter le Covid, mais de la même manière qu'on l'avait fait en distribuant un masque par habitant dans toute la région, au moins je me dis, ça, c'est clair, chaque habitant peut le comprendre et je sais que ça sert à quelque chose. Quand on vient en renfort des habitants qui en ont ras-le-bol de l'insécurité et qu'on dit, on ne va pas lâcher, on va mettre les caméras, on va équiper la police municipale, on sait que c'est utile. Quand on donne les manuels pour des familles qui parfois n'ont pas beaucoup de moyens ou qu'à l'inverse, on a pu mettre en place par exemple la carte du Pass Région, qui est un outil qui vient en aide aux élèves, souvent de milieux modestes, pour les aider à réussir leurs études, qu'on met en place des bourses pour les mentions très bien, qui sont en apprentissage, en lycée professionnel ou en lycée général, c'est utile. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est concret. Et je pense que par rapport à une phase de ma vie où j'étais beaucoup dans les débats de politiciens et où à l'arrivée, on finit quand même par brasser de l'air et avoir le sentiment que pour les gens qui écoutent, c'est très décevant parce qu'on se dit, mais à l'arrivée, il y a quoi qui change dans ma vie? Là, ce qui me plaît dans Président de région, c'est qu'on fait bouger les choses concrètement. On choisit des sujets, mais quand on choisit un sujet, on ne lâche pas et on va jusqu'au bout. Jusqu'au moment où l'habitant de notre région peut se dire, j'ai vu et j'ai mesuré ce qui a été fait. Et dans ma vie quotidienne, ça a apporté un petit plus. Je pense que dans cette période, nos habitants ont vraiment besoin de retrouver des élus qui font les choses. Il y a trop d'écart entre le discours et la réalité maintenant dans la politique française. Trop d'écart. Comme ce que je vous disais sur Oyonnax. Moi, mon obsession, c'est, parce que vous le savez, c'est comme ça que je conçois la politique. D'abord des valeurs. Des valeurs claires sur lesquelles on ne lâche rien. Fais pas comme ça. Les valeurs claires, les mêmes qu'on défend. Et sur lesquelles on est constant, une colonne vertébrale. Et ensuite, des choses concrètes, tangibles, sur lesquelles on dit, là, on va concentrer toutes nos forces et on va montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas de fatalité. C'est ça ce que j'aime. J'ai des questions de Françoise et j'ai des questions de Quentin sur la question de l'insécurité. La question de Françoise, elle porte sur la question de l'insécurité, même dans les petites villes de campagne. C'est une question de Françoise. Et j'ai une autre question de Quentin, est-ce qu'il existe un plan pour la sécurité des voyageurs dans les TER? D'abord, Françoise, merci de votre question. Parce que l'insécurité, elle vaut bien sûr avec des degrés différents, mais sur l'ensemble de notre territoire. Et il y a souvent une vision qui consiste à dire, l'insécurité, c'est uniquement dans les quartiers. Non. J'évoquais Oyonnax, c'est 20 000 habitants. À Oyonnax, ils ont droit à la sécurité aussi. J'étais il y a 2 mois en échange avec un maire du Nord-Isère qui se retrouvait avec des vrais problèmes de dégradation de ses équipements publics et d'insécurité.
Et donc, pour moi, mais vous le savez, c'est un sujet de conviction très important. Je ne veux pas qu'on laisse s'ouvrir une espèce de séparation entre d'un côté les centres-villes de nos très grosses métropoles et de l'autre côté nos territoires plus ruraux. Moi, de la même manière que je l'évoquais sur le public et le privé, pour notre équipe à la région, c'est important qu'on fasse ensemble. Et donc les dispositifs de sécurité sont ouverts pour nos territoires plus ruraux. Et de la même manière, je considère que c'est normal, on a droit à une quiétude et une tranquillité quand on est dans une commune de la Maltaisine, quand on est dans une commune du Vercors ou quand on est dans une commune du Vivarais. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui est important. Donc, nos dispositifs, c'est les mêmes partout. Et la plus petite commune a le droit, pour moi, à l'attention de la région. Ensuite, j'ai une question de Quentin sur la sécurité des voyageurs dans les TER. Quentin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au moment où on a été élu, il n'y avait aucune politique de la région sur la sécurité. À l'époque, on avait commencé par un sujet qui était de mettre des portiques pour protéger les lycées. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça avait donné lieu à des oppositions sans fin. Les gens disaient, mais qu'est-ce que veut faire Wauquiez, il veut transformer nos lycées en prison, etc. On n'avait rien lâché. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, 4 ans plus tard, qui oserait venir et dire, il ne faut pas sécuriser nos lycées. Et nous, heureusement qu'on avait commencé il y a 4 ans pour les protéger, avec ce qui se passe en ce moment, tout le monde mesure l'importance d'avoir des lycées protégés. De la même manière, sur les TER à l'époque, l'opposition socialiste, l'extrême gauche, les Verts, avaient hurlé en disant « mais comment, pourquoi mettre de la police dans les TER, etc. » Et nous, on a investi dans 2 sujets. D'abord, mettre de la police ferroviaire, ce sont des équipes dédiées, des gens extraordinaires, une équipe qu'on appelle la SUGE, et qui sont extrêmement dévoués. La région a décidé de financer le doublement des équipes de la police ferroviaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un réseau de surveillance et de vidéoprotection, à la fois dans nos TER et dans nos gares. Aujourd'hui, on a un des plus performants de France, et notamment le seul qui permet de faire de la transmission vidéo en temps réel dans les TER. C'est-à-dire, vous êtes dans votre train, dans la plupart des trains en Europe, la vidéo enregistre juste et ne transmet pas en temps réel. Chez nous, parce qu'on a pu équiper avec des canaux de transmission en temps réel, on est en train d'équiper tous les TER pour que ça puisse être transmis en temps réel au centre de surveillance. Ça sert pour l'insécurité, mais ça sert aussi pour un sujet que je ne veux pas laisser s'installer, c'est la question des harcèlements et des agressions contre les femmes dans les transports publics. Ce sont des agressions et des harcèlements qui ont beaucoup bougé, et dans les TER, ce système de surveillance, couplé avec la SUGE, nous permet d'agir contre ces faits. Et ça, c'est un sujet très important pour nous. Pour vous donner des exemples, on a multiplié par 2,5 le nombre de patrouilles de SUGE dans la région. On a multiplié par 4 les procès-verbaux qui sont faits par la police ferroviaire. Et on a multiplié par 2,5 les interpellations. Et ma doctrine, c'est zéro tolérance. Le plus petit fait, on poursuit et on fait en sorte que ce soit condamné. Parce que si vous commencez à laisser s'installer, ça dérive. Donc on le fait pour les gares et pour les TER. J'ai 2 questions. J'ai une question, alors celle-là, je ne sais pas qui me l'a posée, sur Instagram, sur l'ouverture de nos stations de ski en décembre. Et j'ai une autre question de Pierrick sur les stations de ski. Pierrick, c'est évidemment pour notre région, qui est une région de montagne, un gros sujet. Vous le savez, nous on aime beaucoup les stations de ski. Je crois dans la montagne, c'est quand même la force de notre région. Une région qui a la chance d'avoir le Mont Blanc, qui a la chance d'avoir la vallée de la Maurienne, les massifs du Vercors, les massifs auvergnats, le Lioran. Voilà, nous on est la région de la montagne, du grand air, des massifs, de la respiration, des belles vallées, des traversées en ski, ski de fond, ski de piste. Voilà, tout ce que sont les plaisirs, tout ce que le ski de randonnée, tout ce que sont les plaisirs de ce qu'est la montagne, et de ce qu'elle véhicule. Et moi, c'est des paysages qui sont tellement ressourçants dans cette période. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin aussi d'air, on a besoin de la ligne d'horizon. Vous savez, il y a 10 jours, juste avant le confinement,
j'allais pour voir ma maman qui habite juste au coin entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Et sur la route, quand c'est vraiment dégagé, on voit au loin la chaîne des Alpes et du Mont-Blanc. Et c'était tellement beau. Il y avait un ciel tout blanc, tout dégagé, et on voyait juste la ligne qui est la ligne du massif du Mont-Blanc qui se dégageait à l'horizon. Mais la montagne chez nous, c'est aussi des dizaines de milliers d'emplois. C'est des gens dont juste le casse-croûte, la vie au quotidien, la possibilité de nourrir leur famille dépend de la saison de ski. Et donc on essaye de tout faire, et on était encore à 14h30 en séance de travail avec les acteurs de la montagne, les 3 présidents de département, Savoie, Haute-Savoie, Isère, et on fera la même chose avec nos massifs auvergnats pour voir comment est-ce qu'on pouvait préparer. La décision, elle ne m'appartient pas. Et je peux vous dire qu'on va tout faire pour essayer d'apporter des garanties de sécurité pour que les choses se passent bien si la décision d'ouverture est. Et si malheureusement il y a une catastrophe sanitaire, on va tout faire pour aider nos acteurs de la montagne. On ne les a jamais laissés tomber. Et donc je ne les laisserai pas tomber. Et je sais en ce moment la préoccupation, on a d'ailleurs prévu une séance de travail à nouveau la semaine prochaine sur toutes ces questions. Je voudrais en profiter parce qu'en ce moment on est sur les questions d'industrie et d'emploi pour vous dire que je suis avec beaucoup d'attention la situation sur l'aéronautique. L'aéronautique est un secteur qui connaît évidemment une très très forte baisse de ses commandes. Il y a des salariés dont l'emploi dépend de ça. Et je veux dire que je serai amené à me déplacer très bientôt sur le site d'Aubert et Duval, qui est un des fleurons de notre région, et sur lequel je suis très vigilant sur l'évolution de la situation. Donc je vais me rendre moi-même là-bas pour me rendre compte des choses, et il faudra qu'on soit sur le pont. C'est un secteur d'emploi important, c'est dans les Combragnes, et ça fait partie de ce qui est les choses qu'on doit défendre dans notre région. J'ai une question de Jacqueline sur un tout autre sujet, qui est la question de la montée de l'islamisme dans notre pays. Jacqueline, je vais essayer de répondre en étant, je dirais, le plus transparent sur ce que je ressens dans mon cœur. Vous savez, sur ces questions de l'islamisme, ça fait des années que je tire les sonnettes d'alarme. Et dans parfois les attaques dont j'ai fait l'objet, les positions très claires que j'ai toujours prises sur ce sujet de l'islamisme ont pesé lourd dans les critiques que j'ai eues. On me disait à l'époque, Wauquiez est trop dur, trop ceci, trop cela. Et je n'ai jamais dévié, même si ça m'a coûté cher. Aujourd'hui, je me dis, mais que de temps perdu. Que de temps perdu. Et quand j'entends parfois certains grands responsables nationaux qui étaient les premiers à nous taper dessus quand on disait, mais attention à l'islamisme, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, faire des grandes déclarations, je m'en veux, parce que je me dis que je n'ai pas su trouver les mots pour être assez percutant à l'époque pour faire passer le message et pour faire ouvrir les yeux. Vous savez, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre de Marc Bloch, un grand historien français, qui, alors même qu'il est arrêté par les Allemands et qui sera d'ailleurs tué par les nazis, réfléchit sur ce qui s'est passé en 1940. Et en fait, il dit, on n'a pas ouvert les yeux, on n'a pas vu ce qui se passait. Et bien, Jacqueline, sur l'islamisme, c'est exactement la même bataille. La première chose, c'est d'ouvrir les yeux. Pourquoi est-ce que peut-être j'ai une sensibilité un peu plus forte sur la question? Vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur le monde arabe, sur la question de l'islam, de l'islamisme, ça faisait partie de ma formation initiale. Et j'ai vécu 2 fois en Égypte. Et en Égypte, j'ai vu monter les ravages de l'islamisme, du travail des frères musulmans et de l'intégrisme. J'ai vu comment il fonctionnait. J'ai vu comment ça fonctionnait par petites taches d'huile, où à l'intérieur des quartiers,
ils organisaient leur petit travail rampant pour, en finançant un commerce ici, en récupérant de l'argent là, en finançant un permis de conduire, petit à petit tisser leur toit, en mettant la main sur les uns et les autres. Et comment petit à petit l'Égypte, qui était un pays à l'époque très ouvert et très tolérant, a basculé pendant une époque sous la mainmise des intégristes et des islamistes. Et très tôt, quand j'ai vu dans nos villes en France reproduire les mêmes méthodes, je savais très bien ce qui est à l'arrivée. Mes repères, ils sont très clairs. D'abord, il faut être simple. Il faut avoir les idées claires. Les idées claires, ça consiste à dire, quand vous êtes en France, vous ne pouvez pas demander n'importe quoi sur la pratique de votre religion. En France, l'intégrisme n'est pas acceptable. L'islamisme n'a pas de place. D'où que vous veniez, que vous soyez né en France avec des origines étrangères, que vous soyez né à l'étranger en ayant choisi de venir en France, si vous êtes en France, ça a des conséquences. Chez nous, il n'y a pas de place pour l'islamisme. C'est aussi simple que ça. Et ce discours, il doit être clair. Et si vous voulez de l'islamisme, vous allez aller. Vous pouvez aller en Arabie Saoudite, vous pouvez aller dans d'autres pays, mais ce n'est pas la France. Et ça veut dire que quand on fait le choix de la France, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi des devoirs. Et le premier devoir, c'est qu'il faut être clair dessus. La France, c'est non à l'islamisme. Et en laissant certains tout prendre d'un côté de ce qu'était la société française, et de l'autre côté ne rien accepter en termes d'obligations personnelles, on a construit le terreau sur lequel les islamistes ont prospéré. Et y compris avec une ironie terrible, où ils ont utilisé la laïcité comme un levier pour demander des choses pour eux. Et donc les islamistes ont utilisé la laïcité avec des élus parfois lâches, et qui, pour acheter des voix, faire du communautarisme, ont utilisé ceci ou cela. Et ce que je dis est très concret. J'ai découvert avec consternation qu'une des villes, celle dont on parlait, Grenoble, a financé une association de CCIF, qui est une association qui est notoirement identifiée comme étant islamiste, et qui a été financée par des élus, qui soi-disant se réclament de la République ou de la laïcité. Donc le premier repère, c'est d'abord celui-là. La France, c'est incompatible avec l'islamisme. Et si vous choisissez la France, il n'y a pas de place pour un exercice islamiste de votre religion en France. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, ça se décline en petites choses très concrètes. Et là-dessus, pour moi, il y a une doctrine. Ne rien lâcher. À partir du moment où vous commencez une petite concession, vous êtes fini. À partir du moment où vous acceptez que dans un hôpital, un mari dise « ça ne peut pas être un médecin homme qui s'occupe de ma femme », c'est fini. À partir du moment où un professeur qui saisit sa hiérarchie du rectorat ou de l'inspection académique et qui dit « j'ai une contestation à l'image de ce qui s'est passé pour Samuel Paty » et qu'il là-dessus essaye de transmettre sa foi, ce à quoi il croit, sa vision de la République, et qui ne reçoit pas un soutien suffisant, et on met le couvercle sur la marmite, et on accepte qu'on n'enseigne pas la Shoah, où on accepte de ne pas enseigner tel ou tel pan de notre histoire, c'est fini. À partir du moment où des élus, à l'image de ce qu'a fait à l'époque Martine Aubry à Lille, acceptent qu'il y ait des ouvertures de services publics différenciés selon les hommes et les femmes, c'est fini. Et donc ma doctrine, c'est aucune compromission, aucune négociation. Et vous savez, pour moi, ce n'est pas que des mots. Parce que derrière, c'est des décisions qu'il faut prendre et des choix qu'il faut assumer. À une époque, j'ai été sollicité pour financer, exemple très clair, un centre culturel sur Lyon qui était juste à côté de la mosquée. J'ai beaucoup de respect pour le président de la mosquée sur Lyon et qui m'avait sollicité, qui est un homme qui se bat plutôt pour un islam tolérant. Et j'ai refusé de financer cet institut soi-disant culturel, parce qu'il y avait des financements étrangers. Et parce que je considérais que le projet n'était pas assez clair. Le jour de l'inauguration, la région n'y était pas. Parce que moi, je n'avais pas mis un sou. Il y avait la ville, il y avait la métropole, tout le monde y était. Et il y avait, alors ça devait être à l'époque déjà l'ancien ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite, qui était celui qui avait organisé, vous vous en souvenez peut-être, le meurtre absolument catastrophique de ce journaliste américain qui avait été tué à Istanbul. Et bien je me suis dit, quelle honte d'avoir des élus de la République qui ont accepté de se compromettre pour aller financer ce genre de choses. Et si je peux vous regarder dans cette caméra
sans avoir le moindre doute, c'est parce que moi, j'ai jamais rien lâché là-dessus. Et que je continuerai comme ça, quel que soit le prix à payer. Et je refuse ces petites compromissions, parce qu'elles nous ont amenés à là où on en est. Alors, toujours pour moi, c'est le même réflexe, il n'y a pas de fatalité. Il y a toute une partie des musulmans modérés qui refusent ça. Il y a toute une partie des Français qui refusent ça. Et notre pays a une capacité de renaissance et de sursaut, mais il est plus que temps. Et pour ça, il faut vraiment avoir du courage, parce qu'il y a beaucoup de pression. Et c'est même y compris parfois un courage physique. Moi, je fais l'objet de menaces de mort. Et pour sa famille, c'est jamais facile. Mais il faut avoir le courage de ses opinions. Et il ne faut pas lâcher. C'est des questions qui sont souvent personnelles. Mais il faut aller au bout. Parce que l'autre voie, c'est celle de la lâcheté et du déshonneur. Et on ne l'a que trop pratiqué depuis des années. J'ai une question qui m'était posée, qui est une belle question sur quel événement historique est-ce que vous voudriez revivre? Vous savez, c'est une question qui me touche parce que, en fait, dans sans doute mon engagement politique, c'est tout bête, hein, mais on a tous des choses qui nous ont marqués dans notre vie. Et quand vous me dites ça, je pense à un grand livre que mes grands-parents m'avaient offert, d'être un grand livre de Bordache, je crois, quelque chose comme ça, qui était de cette taille-là, qui était l'histoire de France. Et vous savez, c'était cette histoire de France à laquelle moi je suis attaché, où on enseignait nos héros, les grands moments où notre pays s'était forgé. Et j'adore cette question parce qu'elle renvoie au fond à ce qui est l'essence de moi, mon engagement politique. Au fond, si je me suis engagé, c'est pour me dire, à un moment où se joue peut-être le chemin que prend notre pays, je ne veux pas être un spectateur, je veux pouvoir être un acteur. Et je veux pouvoir agir pour ce que je veux pour mon pays, la façon dont il profile son avenir. Et au fond, comme je vais aux sources de ce qu'est mon engagement, c'est ça. C'est le fait de se dire, la France tellement merveilleuse, tellement d'atouts. Et j'ai pas envie, à la fin, de me dire, bah, tout ça, on l'a laissé se perdre, alors que c'était possible d'écrire une autre page, comme si souvent on l'a fait dans notre pays. Et donc, quand vous me dites, quelle page d'histoire j'aurais envie de revivre, il y en a plein auxquels je penserai, je vous en évoquerai une autre après, mais sans doute que dans cette période de De Gaulle, on évoque souvent le De Gaulle de la Seconde Guerre mondiale, qui est évidemment le De Gaulle héroïque, qui est celui de l'appel de Londres, qui est celui du refus de la soumission, qui est celui des pêcheurs de l'île de Sein, qui est celui qui rend sa fierté à notre pays. Et il y a un autre De Gaulle qu'on oublie, et que j'aime beaucoup parce que lui, c'est une figure qui a du sens. C'est celui qui, quand il est chassé du pouvoir par les petites magouilles de tout le petit marigot central de la vie politique française, traverse le désert, ne lâche rien sur ses idées, et va revenir au pouvoir en 1958 en ayant le courage de prendre toutes les bonnes décisions pour remettre notre pays sur le bon chemin. Eh bien, j'aimerais revivre cette période. Parce que j'aimerais comprendre comment, dans cette phase, il a tenu ses valeurs. Comment est-ce qu'à l'arrivée, il a proposé un projet de renaissance au pays. Et comment est-ce qu'ils ont réussi, au fond, très vite, en 1 an et demi, là où tout semblait perdu, à montrer que tout redevenait possible. Et j'aime cette phase. Parce que je trouve que, au fond, c'est à la fois une grande page de notre histoire, mais qu'elle nous dit aussi, ne baissez jamais les yeux. Ne renoncez jamais. C'est la question de Fatma sur Oyonnax, c'est celle sur la sécurité, c'est celle sur le Covid, c'est celle sur l'emploi. C'est toutes ces questions qui, au fond, et dans l'intimité de notre cœur, nous disent, est-ce que c'est fichu ou est-ce que c'est encore possible? Eh bien, moi, je suis toujours du côté de ceux qui pensent que c'est possible. Il n'y a pas de fatalité. Et c'est ce que j'aime dans cette page de l'histoire de De Gaulle. Après, si vous parlez à l'historien que je suis, je dirais sans doute Bouvines. Parce que Bouvines, c'est le moment où la France peut être perdue. On a les Anglais contre nous, on a les Flamands contre nous, on a l'Empire contre nous. On a même une partie des Français qui ont trahi leur pays, les seigneurs français, à l'image parfois de certaines élites, qui ont trahi notre pays et qui sont contre nous. Et Philippe Auguste est là, et il renverse la table, et il arrive à sauver notre pays. J'adore cette bataille. Pour moi, c'est une bataille magique. Et c'est celle qui est quand même fondatrice. Elle est fondatrice de ce qu'on est. J'ai une question de Lou. Est-ce que vous avez un nouveau livre en préparation? Non, Lou, pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, je suis vraiment totalement tourné vers l'action.
Et c'est ce que je dois faire. Je l'ai dit, dans le rôle qui est le mien, il faut que je sois aux côtés de nos soignants, il faut qu'on soit sur la défense de l'emploi, je dois être sur les questions de sécurité. Et donc, je n'ai pas la tête suffisamment disponible pour écrire. Mais j'ai des idées qui me traversent. Et j'essaie de les garder en tête. J'ai enfin une question de Juliette. Et peut-être ce sera la dernière question, si vous m'autorisez. Qui est une question de Juliette sur Instagram. Est-ce qu'il y a une tradition familiale que vous pouvez nous raconter? Juliette, je voudrais juste... alors, je ne vais pas répondre à votre question, ce qui n'est pas bien pour la dernière. Mais je voudrais évoquer, je pense, quelque chose qu'on a tous en ce moment en tête. Pour moi, au moment où le confinement est arrivé, je suis allé passer les derniers moments avant qu'on doive tous respecter les règles de confinement avec ma maman. Et j'ai la chance d'avoir encore ma mère et mon père. Ma mère habite juste entre la Haute-Loire et l'Ardèche, et mon père habite à Paris. Et pour moi, ça a été un crève-cœur, parce que j'ai senti qu'elle avait peur. Elle avait peur d'être seule, elle avait peur de l'isolement, et alors que le premier elle y a fait face avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, et j'étais très fier d'elle, parce qu'elle a fait plein de choses dans cette période de confinement. Là, j'ai senti qu'elle avait peur. Et je pense qu'on a tous, au fond, dans cette période de confinement, je pense que le plus dur, c'est ce que vit notre famille. Et tous les soirs, on l'appelle avec mes enfants pour prendre de ses nouvelles et essayer d'être avec elle. Et pour moi, en ce moment, la tradition familiale la plus importante, c'est celle-là. C'est juste de lui dire que même si on ne peut pas être là, on pense à eux. Et je pense que pour chacun d'entre nous, c'est sans doute quand même ce qui est le plus dur. Alors il faut le faire, parce qu'il faut les protéger, mais c'est dur. Et je pense qu'ils ont aussi besoin de ces petits signes, c'est des petites choses. Hein. Je me dis parfois c'est 3 fois rien, c'est quoi? C'est 10 minutes au téléphone tous les soirs. Mais pour moi c'est ça qui compte. Voilà. Merci à tous. Merci de votre temps. Merci encore d'avoir suivi. Et puis à bientôt pour d'autres échanges. Merci aussi des questions. Il y en a beaucoup qui pour moi étaient très utiles. Et notamment sur des thèmes qu'on veut faire avancer. Au revoir.